ravi d'être avec vous. On va essayer effectivement de parler d'un processus de résilience pour les aidants. C'est un problème nouveau parce qu'il y a quelques années, on ne parlait même pas des aidants. On avait des raisonnements très simples. On croyait qu'il y avait le malade et qu'il suffisait que le médecin donne la bonne molécule et tout serait réglé. Et ce raisonnement qui aujourd'hui nous paraît un peu simple, c'était celui qui nous a formés pendant des décennies. Donc on ne pensait pas à s'intéresser aux relations, on ne pensait pas à s'intéresser à l'entourage du patient, à ses familles, à ses aidants, à ses amis, et on découvre maintenant que le développement, le pronostic, l'évolution d'une même maladie est totalement différente selon la prise en charge, la maladie bien sûr, mais l'entourage professionnel et l'entourage affectif. D'ailleurs, je viens de faire une distinction qui est abusive, parce qu'il est difficile d'établir une relation avec un professionnel sans être affecté. Donc il y a toujours un peu d'affectivité qui se transmet et on va essayer de réfléchir à ça. Alors voilà, ça c'était... la science est réductrice, elle est nécessaire, mais quand on veut tout expliquer de manière fragmentée, on est fragmenteur, c'est-à-dire que frag c'est pas sûr, mais menteur c'est sûr, c'est-à-dire qu'on explique trop tôt abusivement. Alors moi je vous propose de nous entraîner à raisonner en termes de résilience, c'est-à-dire que la résilience, la définition, il ne peut pas y avoir plus simple, plus logique et plus bébête que la définition de la résilience. Quelles sont les conditions de reprise d'un nouveau développement après un traumatisme psychique? Il ne peut pas y avoir plus bébête et plus logique que ça. Il nous est arrivé un traumatisme, une maladie, la perte de quelqu'un d'important. Le traumatisme, ce n'est pas l'épreuve. Hein. Dans cette salle, 100% des gens dans cette salle ont connu des épreuves. La peur d'échouer au bac, une difficulté au travail, des échecs affectifs, le premier amour qui se termine toujours mal, hein, vous êtes d'accord, hein. C'est-à-dire que ça se termine mal d'abord parce que statistiquement ça se termine mal, et ensuite parce que au point de vue définition linguistique, si on parle de premier amour, c'est qu'il y en a un deuxième. Donc le premier amour se termine mal et on en sourit, mais c'est une vraie souffrance. Donc ça, c'est une vraie souffrance. Et donc ça, c'est les épreuves de la vie. Donc on a tous connu ça. Le trauma, c'est un peu différent. Le trauma, c'est je suis KO debout, groggy. Et c'est une bonne métaphore parce que maintenant qu'on fait des neuroimageries, on se rend compte que quand quelqu'un a un traumatisme psychique, le cerveau est complètement déconnecté. C'est-à-dire qu'il ne traite plus les informations. Quand un cerveau fonctionne bien, on voit des zones frontales, alors l'ordinateur traduit ça en couleurs. Il n'y a pas de couleurs. Enfin, si un cerveau, il y a des vasculaires, des méninges, mais quand on le voit en neuroimagerie, on a l'impression d'une planche de couleurs. C'est l'ordinateur qui traduit l'intensité de la consommation d'énergie, c'est-à-dire la chaleur, en couleurs. Alors s'il y a beaucoup de chaleur, c'est rouge ou jaune, et s'il n'y a pas beaucoup de couleurs, c'est bleu ou gris ou noir, c'est-à-dire que la zone fonctionne à minima. Mais ça fait une cartographie de couleurs. Or, on voit qu'un cerveau qui fonctionne bien, là, je suis en train de vous parler, donc si vous écoutez, vous avez les deux zones temporales qui sont sûrement rouges, vous ne le savez pas, mais moi je le sais. C'est-à-dire que vos deux zones temporales qui traitent la zone des sons, ils sont rouges. Si vous parlez, vous avez une zone qui consomme, temporale gauche, si vous êtes droitier, qui consomme plus d'énergie que si vous êtes gaucher. Si vous regardez, etc., etc. Donc les gens disent, donc certains disent, donc on peut savoir ce que vous pensez. Bien sûr que non, on ne peut pas savoir ce qu'on pense, mais on peut savoir comment fonctionne un cerveau, et ça pose déjà des problèmes tout à fait passionnants. Alors, le nouveau raisonnement que je vous propose, c'est de nous entraîner pendant les 3 heures qui restent, pendant l'exposé. Ah non, c'est pas assez ? 4 heures alors.
Donc, qui nous reste, c'est de nous entraîner à raisonner en termes de système. Ce n'est pas du tout une cause qui provoque un effet, comme le fait croire la réduction scientifique qui est nécessaire et respectable, mais il y a autre chose dont on va parler. C'est pas du tout, c'est une constellation de déterminants. C'est un ensemble, une équipe autour de celui qui souffre ou qui est KO debout, qui est traumatisé, ou celui qui a une maladie chronique. Alors il n'est pas KO debout, mais c'est un traumatisme chronique. Tous les jours, il a du mal à marcher, tous les jours, il voit s'aggraver sa maladie, tous les jours, donc c'est insidieux. Et les traumas insidieux sont peut-être encore plus délabrants que les traumas aigus, parce qu'on s'en méfie moins. On comprend moins, c'est moins évident. Et tous les jours, ça finit par faire une altération neurologique, psychologique, affective et relationnelle. Voilà le plan que je vais suivre. Donc c'est pas une molécule qui va guérir, même si parfois la molécule est nécessaire, mais elle ne peut pas guérir toute seule, ou rare, presque jamais. En revanche, une molécule entourée par celui qui la donne, celui qui surveille le traitement, celui qui parle, celui qui aide, celui qui soutient, celui qui rassure. Alors à ce moment-là, on a une constellation de déterminants, plusieurs déterminants. Alors l'exemple qu'on prend pour ça, c'est bien sûr, qui est-ce qui a besoin d'être aidé? Nous tous. Et particulièrement, nous, quand on était bébé, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être aidé. Parce que sans autre, on n'a aucune chance de se développer. Et ce que je dis d'un bébé, c'est moins vrai pour un adulte, mais ça reste encore vrai, et ça reste vrai encore même pour une maladie d'Alzheimer, ou parce qu'on croit qu'il ne pense plus, parce qu'il n'a plus, il a perdu l'accès, la mémoire des mots, et ça c'est un piège de la pensée énorme, et ça sera la partie principale de mon exposé, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que les maladies d'Alzheimer ne parlent plus qu'ils ne comprennent plus. Alors ça, je développerai ça tout à l'heure. Alors chez un enfant préverbal, parce qu'une maladie d'Alzheimer, c'est un adulte post-verbal. Il y a des maladies précoces d'Alzheimer. C'est pas la majorité, mais il y en a. Chez un adulte, un enfant préverbal, s'il est privé d'altérité, même s'il est sain, biologiquement, génétiquement, un enfant sain, privé d'altérité, arrête tous ses développements biologiques, affectifs et psychologiques. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait faire alors on fait des scanners de ville, pour un enfant abandonné ou un enfant isolé affectivement, on fait un scanner de ville, décidément. C'est lapsus, ça reste entre nous, vous n'en parlez pas à l'extérieur. Hein. Donc on fait un scanner de ville, et on voit qu'après quelques semaines d'isolement affectif, les deux lobes préfrontaux de l'enfant s'éteignent. Ça va vite. Ils s'éteignent, c'est-à-dire qu'ils ne traitent plus les informations. Donc ça entraîne des troubles de la représentation du temps, donc ça entraîne des troubles de l'interaction, donc ça entraîne des troubles de la parole, parce que si un enfant ne peut pas anticiper tiens, un adulte arrive, je vais aller au contact de cet adulte pour le tirer la manche, pour lui faire un babil, pour lui faire une offrande alimentaire. Eh bien, si un enfant ne peut plus anticiper, eh bien, il se met seul dans un coin et il se met en disposition spatiale de ne pas apprendre à parler. Donc, alors qu'un enfant, si au contraire un enfant est bien préverbal, un premier mois de la vie, s'il est bien sécurisé, ses deux lobes préfrontaux sont stimulés, il acquiert une petite confiance en lui, je reprendrai cette expression tout à l'heure, il acquiert avant le 10e mois un attachement sécure, on a gardé l'anglicisme, parce que sécure, c'est pas sécurisé. Sécurisé, j'ai besoin que ma figure d'attachement, ça vous ennuie pas de faire un... Donc j'ai besoin que ma figure d'attachement soit là, je suis sécurisé. Sécure, si ma figure d'attachement, ma mère, mon père ou les métiers de la petite enfance n'est pas là, elle est là dans ma mémoire, elle est là dans le style affectif, je reste confiant, même si elle n'est pas là, et je vais prendre un crayon, un nounours,
me frotter le nez avec un chiffon en attendant son retour. Je suis sécure. Alors que sécurisée, si elle n'est pas là, je panique, j'ai besoin qu'elle soit là, dans le réel. Eh bien, cette différence-là, donc le français était la seule langue à ne pas avoir la distinction. Toutes les autres langues ont deux mots pour désigner ce que je viens de résumer. Le français n'en avait pas. Maintenant, je crois que le mot sécure est rentré dans la langue française. Je l'ai même vu il n'y a pas longtemps avec un accent. Donc, il a été francisé, il a été nationalisé. Et maintenant, le mot sécure est devenu français. Et donc, eh bien, ce raisonnement, je vais le reprendre quand je vais parler des maladies chroniques, de toutes les maladies chroniques. C'est-à-dire que un lien d'attachement se fait avec un psychologue, avec un médecin, avec un aidant, parfois même avec une femme de ménage, un jardinier. On ne sait pas, c'est le patient, lui, qui choisit l'élan qu'il a pour celui, celle qui le rassure le plus. Et dans des institutions pour enfants ou dans des institutions pour âgés, il arrive que ce soit une femme de ménage ou un jardinier. Il n'est pas rare que la personne aille parler avec le jardinier alors que cette même personne refuse de parler avec la psychologue. Et que le jardinier sait beaucoup de choses sur ce patient que ne sait pas la psychologue. Et la première à avoir dépisté ça, c'était Anna Freud, la fille de papa, qui s'occupait de nurserie à Hampstead, dans la banlieue proche de Londres, et qui disait « Les enfants ne s'attachent pas forcément à celui qui a le plus de diplômes ». Et je crois qu'on peut dire exactement la même chose des patients chroniques ou des maladies d'Alzheimer. On ne sait pas à qui ils s'attachent. C'est pas celui, celle qui a le plus de diplômes qui va provoquer l'attachement. C'est celui avec qui le patient se sent en sécurité. Alors ça vous donne pour vous déjà, aidant, ça vous donne déjà, non pas une recette comportementale, mais une attitude qui consiste à sécuriser celui, celle qui a besoin d'être aidé. Alors il y a des gens qui ont beaucoup de talent, il y a des gens qui n'en ont pas, mais de toute façon, il y a des gens qui ont beaucoup de talent et qui arrivent à sécuriser beaucoup de patients et qui échouent avec d'autres. Ils sont sécurisants pour un patient et ils sont insécurisants pour l'autre, parce que l'autre ne veut pas être sécurisé par ce bonhomme, par cette bonne femme, parce qu'il s'est mal présenté, parce qu'il est mal habillé, parce que, etc., etc. Donc on ne sait pas, donc c'est vraiment, le mot important que je vais dire, c'est vraiment une transaction entre ce qu'est le patient et ce qui est autour de lui, ce qu'on lui propose, ce qu'on dispose autour de lui. Médecin, infirmière, famille, psychologue, aidant, jardinier, moniteur de sport. Il y a beaucoup d'institutions où les moniteurs de sport sont surinvestis. Parce que c'est un événement et très souvent on obtient des améliorations relationnelles très importantes avec un moniteur de sport. Alors je le dis dans l'association, un jour on faisait une observation à l'hôpital de Toulon-la-Seigne, dans le centre de gérontologie. Et il y avait un monsieur qui, chaque fois qu'il passait à table, un Alzheimer qui commençait bien, et chaque fois qu'il passait à table, il se déplaçait avec une canne et il balançait les coups de canne sur ses voisins de table. Donc c'était moyennement apprécié par les voisins de table. Alors devant ce comportement, il y avait plusieurs solutions. Si vous prenez le raisonnement, une cause provoque un effet. Vous donnez des médicaments à ce monsieur, et effectivement, si vous lui donnez 3 ou 4 kilos de largactyle par jour, il balancera moins de coups de canne sur la tête des autres. Il y a une autre solution, c'est de l'attraper et de l'enfermer, ce qui parfois se fait dans les institutions. Et effectivement, si vous l'enfermez, il va être aggravé parce qu'il sera enfermé, mais il balancera moins de coups de canne sur la table, sur la tête de ses voisins de table. Et il y a une autre solution, c'est d'établir une relation avec lui avant qu'il passe à table. Et cette relation-là, c'est une relation bébête. On allait jouer avec lui, et comme il avait eu du mal avec les mots, puisque c'était un Alzheimer qui commençait, donc les Alzheimer, c'est pas des aphasiques, hein, c'est de la perte de la mémoire des mots. Ils ne sont pas aphasiques. D'ailleurs, de temps en temps, hop, ils se remettent à parler bien, puis toc, la mémoire des mots s'absente, et ils ne retrouvent plus les mots du quotidien. Donc on avait décidé de faire 2 jeux que les gens âgés adorent. C'est soit un jeu de ballon,
soit une musique est dansée. Et ces jeux qui sont à la portée de beaucoup de gens quand même, hein, eh bien dès l'instant où avant de passer à table, une infirmière mettait de la musique et allait danser avec lui, il passait à table, plus un seul coup de bâton. Alors voilà, c'est des stratégies différentes, ou bien on met toutes les trois marches. Il y en a une, vous lui donnez 3 kilos d'argactyle, il ne tape plus, vous l'enfermez, il ne tape plus, vous dansez avec lui, il ne tape plus, choisissez. Donc ça veut dire que le premier cas, c'est une stratégie pseudo-scientifique, le deuxième cas, c'est une stratégie coercitive, et le troisième cas, c'est une stratégie relationnelle. Alors voilà, ça c'était mon introduction théorique. Maintenant, on va rentrer dans les exemples. Il y a quand même à peu près plus de 7000 maladies génétiques. C'est-à-dire que déjà un bébé qui arrive au monde, le jour où il arrive au monde, il porte déjà le poids des stress de ses parents, même si les parents sont biologiquement, n'ont pas de maladie génétique, si les parents sont stressés, le bébé arrive au monde, et il porte déjà la valise pleine du stress de ses parents. Et ça encore, on le photographie. Quand on fait dans les pays en guerre, je vais souvent au Proche-Orient, et il y a beaucoup de femmes enceintes qui sont traumatisées. Ces femmes sont équilibrées, elles ont souvent une gentille famille, mais c'est les politiciens de ces pays qui sont givrés. Hein. C'est-à-dire que, parce que dans ces pays-là, la guerre est chronique depuis plusieurs siècles, depuis 100 ans. Et que la France n'y a pas toujours été étrangère, d'ailleurs, à ces guerres chroniques. Je pense à la Syrie, je pense qu'on a bombardé en 1945, 10 000 morts en une journée. Je pense que personne dans la salle le sait, enfin voilà, ça c'est le passé, c'est en 1945, c'est en 1945. Hein. Donc ça veut dire que ces pays-là sont en guerre chronique, c'est des beaux pays, avec des gens passionnants, avec une culture passionnante, mais des guerres chroniques, maintenant aiguës, depuis plus d'un siècle. Alors, les bébés arrivent au monde, ils ont déjà une altération des 2 lobes préfrontaux. Alors que ces parents sont sains, les bébés sont sains, mais le traumatisme de la mère enceinte s'est transmis quelque chose à l'enfant. Je n'ai pas dit la mère, hein, j'ai dit le traumatisme de la mère. C'est pas la mère, c'est le malheur de la mère qui a transmis quelque chose à l'enfant. Alors, et l'enfant arrive au monde hyperkinétique, sursautant au moindre bruit, il a donc besoin d'être plus sécurisé qu'un autre. Il y a des enfants qui arrivent au monde qui sont sécurisés par un mot, par un bruit, la télévision, par un ray de lumière. Oui, oui, maman est là, t'inquiète pas, j'arrive. Hop, ils attendent, ils se mettent le nounours, ils attendent, c'est fini, ça leur suffit. Et ces enfants-là, pour les sécuriser, ils arrivent, ils portent le poids du malheur de leur pays, et nous, professionnels, nous, aidants, il va falloir apprendre à les sécuriser. Alors, et on apprend. Alors, exemple, la trisomie. Alors, la trisomie, quand j'étais étudiant en médecine, on me disait qu'il mourait en moyenne à l'âge de 25 ans, souvent de pneumonie. Aujourd'hui, un trisomique, il peut aller à l'école, il peut parfois apprendre un métier, et il meurt entre 65 et 70 ans, c'est-à-dire à peine plus jeune que les hommes et les femmes. Les femmes étant les championnes, les médailles d'or de la longévité, c'est les femmes japonaises. Et les médailles d'argent de la longévité, c'est les femmes françaises. C'est grâce à la gentillesse des hommes qui leur font une culture. Hein, tous les hommes sont d'accord. C'est maintenant, donc, qu'est-ce qui a changé? La trisomie, c'est la trisomie, c'est-à-dire ces 2 chromosomes qui ne se sont pas séparés, qui sont restés accolés, et qui donnent cette morphologie bizarre, et qui donnent cette gentillesse comportementale. Ils sont ronds, ils ont un front rond, ils ont un bidon rond, ils sont très affectueux, ils collent à la personne qui veut bien s'occuper d'eux. Donc c'est des enfants faciles à côtoyer, mais pour les parents, c'est des poids lourds. C'est des enfants qui sont lourds parce qu'il faut s'en occuper tout le temps, mais ils ne sont pas désagréables. On s'y attache beaucoup, parce que tellement ils sont gentils, on s'y attache beaucoup. Et c'est l'attachement
que ces enfants provoquent, si les parents veulent bien se laisser attacher, ce qui est souvent le cas, qui augmente la qualité du développement de ces enfants et leur longévité et leur qualité intellectuelle. La sécurité affective qu'on apporte à ces enfants améliore leur performance scolaire. Alors ceux qui dans la salle pensent qu'il y a des cerveaux de meilleure qualité que d'autres et qui font des performances intellectuelles supérieures à d'autres parce qu'ils sont de meilleure qualité, je pense que les enfants qui font de bonnes performances intellectuelles, c'est les enfants qui ont la chance d'avoir autour d'eux une famille, une société, une culture en paix, bien organisée, suffisamment pour les sécuriser, qui leur permet de tenter l'aventure intellectuelle. Alors il y a d'autres maladies qui arrivent, d'autres enfants qui arrivent au monde. Alors je vais prendre l'exemple opposé. Alors maintenant, il y a de moins en moins de trisomiques, pour une raison bien simple. C'est qu'avec l'échographie, on fait le diagnostic intra-utérin et que très souvent, les parents demandent l'avortement. C'est leur droit, c'est la loi, c'est des enfants qui effectivement sont gentils, mais alors, c'est des poids lourds et ça abîme bon, moi je ne juge pas, c'est comme ça. En revanche, il y a une autre maladie que je prends pour exemple et qui est la maladie de Lesch-Nyhan. Génétiquement, les enfants ont une altération génétique qui fait qu'ils ne peuvent plus dégrader l'acide urique qu'on fabrique tous. Et eux, ils ne le dégradent pas parce qu'ils ne synthétisent pas l'enzyme qui dégrade l'acide urique. Donc ça s'accumule et ça finit par leur bousiller une partie de leur cerveau, et notamment le cerveau, l'amygdale rhinencéphalique qui est à la face profonde du cerveau et qui est le socle neurologique des émotions intenses, de frayeur, de colère ou de toutes les intensités émotionnelles. Et l'acide urique augmentant dans le sang bousille ces deux amygdales et l'enfant ne peut plus contrôler ses émotions. On le regarde, il agresse. On lui parle gentiment, il tape. Et si on l'isole, parce qu'ils sont souvent très violents, c'est souvent des garçons, ils sont souvent très violents, ils s'auto-agressent, ils s'auto-agressent très violemment. Imaginez un peu comment aider les aidants, la famille. Alors, dans les services médicaux, les médicaments ne marchent pas, la contention marche, mais moralement c'est gênant, c'est honteux. Parfois on le fait, parce qu'ils agressent les enfants voisins, mais c'est toujours une honte pour les soignants d'immobiliser, de faire une contention pour un enfant, ou pour un adulte, ou pour un âgé. Donc c'est toujours gênant, ça se fait. Et là encore, j'essaye de ne pas juger. Or, comment font les parents quand ils ont un poids lourd comme ça, parce que pour eux, c'est vraiment une tragédie d'avoir à s'occuper d'un enfant comme ça. Quel que soit leur choix, ils sont malheureux. Les parents, les aidants sont malheureux. Ou bien ils le mettent dans un service hospitalier, ce qu'ils font, ils ne sont pas bien, ils sont honteux. Ou bien ils le gardent chez eux, ils ne sont pas bien non plus, ils sont complètement massacrés, consacrés à cet enfant qui est difficile, qui n'est pas agréable à aider. Parce que quand un enfant se développe bien, pourquoi il est facile? Parce qu'il nous rend bons parents. Et pourquoi il nous rend bons parents? Parce qu'il sourit, parce qu'il est mignon, parce qu'il obéit, parce qu'il se laisse toiletter. Le bébé de nos rêves, qu'est-ce que c'est? C'est l'enfant qu'on a nourri, qu'on a toiletté, il sent bon et il s'endort. On a enfin le bébé de nos rêves. Mais c'est pas toujours comme ça. Des fois, il faut intervenir parce que les bébés ne sont pas toujours de nos rêves. Alors lui, un syndrome de Lesch-Nyhan, il est presque jamais de nos rêves. Et pour les parents, c'est une agression constante. Comment ils font pour moins souffrir? Ils ont fait des associations. Une association de Lesch-Nyhan, je crois qu'il y en a une dans le Var ou dans le Sud-Est, L-E-S-H-N-Y-H-A-N. L-E-S-H, trait d'union, N-Y-H-A-N. Il y a une association varoise
Vous avez vu comment c'est une figure d'attachement, une figure maternelle? Elle me... Oh ben, je me sens mieux grâce à vous. Alors, lui aussi, c'est une figure maternelle. Lui aussi, alors, ces parents-là ont fait une association. Et qu'est-ce qu'ils font dans cette association? Ils se donnent des conseils. Ils se donnent des conseils administratifs. Il faut aider ces gens-là. Ils se donnent des conseils de consultation. Quel docteur spécialisé il faut voir. Ils se donnent des conseils, ils donnent des adresses. Ils s'entraident. Et là, il y a une solidarité qui se tisse entre eux. Et la solidarité, c'est notre tranquillisant naturel. Si on est solidaire, je me sens soutenu. Je n'ai pas besoin de Temesta si je me sens soutenu. Donc, il se donne des conseils. Ah ben moi, j'ai trouvé, pour le calmer, j'ai trouvé une astuce. Et il trouve, du fait de vivre tous les jours avec ce petit garçon difficile, ils finissent par trouver des astuces que les professionnels ne trouvent pas toujours. Et eux, ils finissent par améliorer, ils ne guérissent pas. Mais eux, du coup, ils sont moins mal, ils finissent par tisser des liens d'amitié, par se donner rendez-vous. Eux, ils sont moins mal, et l'enfant est moins mal, même s'il n'est pas guéri, il a moins de contention, il n'a pas de médicaments, il n'est pas guéri, mais il est moins mal. Donc ce n'est pas un succès, mais c'est un progrès. Alors, dans ces associations familiales, dans ces associations, il y a beaucoup de groupes qui se font pour beaucoup de maladies. Pour la maladie de Parkinson, et là encore, même résultat, alors que la maladie de Parkinson, théoriquement, c'est le médecin seul qui sait les médicaments. C'est le médecin qui donne les médicaments, c'est le médecin qui dépiste les excès et les effets secondaires, avec l'aide du patient et l'aide de la famille. Et là aussi, il y a des associations qui se sont faites, et là encore, ils se donnent des adresses. « Ah ben moi, ce médicament, je ne l'ai pas supporté. Et vous, ah ben moi, mon mari non plus ne l'a pas supporté. Ah ben moi. » Et ils se donnent des conseils de terrain que les médecins connaissent, mais que les familles dépistent les premières. Et à ce moment-là, c'est une coopération entre les aidants et les médecins qui aident le patient. Alors, et en plus de ça, dans ces associations, il y a des liens amicaux qui finissent par se tisser, et ils finissent par se rencontrer entre eux, ils finissent par s'entraider. Et ça, les liens amicaux, c'est le meilleur antidépresseur qui soit. Hein, c'est les liens amicaux. Il n'y a pas de meilleur antidépresseur. Quand quelqu'un... les deux mots-clés, c'est soutien. Si on est seul, on est anxieux, à coup sûr. Et sens. C'est les deux mots-clés de la résilience. Soutien et sens, c'est-à-dire comment comprendre ce qui nous est arrivé. D'autant que quand les aidants sont aidés, ils deviennent acteurs et non pas soumis à la maladie. C'est-à-dire que dès l'instant où on est acteur, on reprend confiance en soi. Et on a fait des observations après l'éruption du Vésuve. Parce que le Vésuve est magnifique, hein, l'Italie est magnifique et le Vésuve est magnifique, mais régulièrement il envoie de la lave. La lave brûle les usines et les maisons et les gens qui sont à côté. Et puis, 5 ans après, alors les voisins accourent, les pompiers, les médecins, il y a un véritable plan de protection est déclenché, qui marche pas mal, mais il y a quand même des morts, des blessés et des ruinés. Et puis, 5 ans après, le Vésuve, la lave recrache et repasse au même endroit. Et les Italiens ont fait plusieurs groupes. Ceux qui n'ont pas été aidés, ceux qui ont été aidés, ceux qui ont été beaucoup aidés, et ceux à qui on a demandé de prendre une pelle pour aider, les aidants. Et quand il y a une deuxième éruption du Vésuve, il y a encore des morts, il y a encore des mutilés, il y a encore des ruinés, et on constate que, les psychologues italiens ont constaté que ceux qui ont fait le plus de syndromes psychotraumatiques sont ceux qui n'ont pas été aidés, bon ça c'est facile à comprendre, ceux qui ont été trop aidés, on a tout fait à leur place, et en les aidant trop, on les a rendus passifs et on les a
dépersonnalisé. Et ceux qui ont fait le moins de syndromes psychotraumatiques, c'est ceux à qui on a dit « prenez une pelle et allez aider ». Alors je dis prenez une pelle parce que parfois ça c'est dit, mais ça peut être prenez des papiers, remplissez les papiers, allez chercher de l'eau, allez chercher de la nourriture, je ne sais pas, c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. Parce que les gens, les aidants, sont fiers d'eux. J'ai été utile, j'ai fait quelque chose. Grâce à moi, on a sorti des décombres. Grâce à moi, j'ai rempli les papiers pour aller chercher les médicaments. J'ai trouvé l'endroit où les circuits pour les ambulances. Ils sont fiers d'eux. Dans l'épreuve, ils ont souffert, ils ont été fatigués, ils ont eu peur, ils ont peut-être perdu des gens de leur famille. Ça, c'est dans le réel. Mais plus tard, dans la représentation du réel, ils ont été fiers d'eux. Je ne me suis pas laissé avoir. Donc ça aide les aidants d'être fiers de soi et d'être utiles et d'être fiers de soi. Alors, il y a plein de situations analogues. Par exemple, beaucoup d'enfants en Occident, des garçons surtout, sont hyperkinétiques, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas en place. Et pour les familles, c'est une épreuve, parce que j'ai eu l'occasion de voir il y a des filles hyperkinétiques, beaucoup moins que des garçons, mais il y a beaucoup de garçons hyperkinétiques. Et pour la famille, pour le prof qu'il a dans une classe, il fout en l'air la classe. Et pour la famille, c'est une véritable épreuve. Il tient pas en place, il casse tout, il fonce, on ne peut pas lire, on ne peut pas se détendre, on ne peut pas jouer avec lui. C'est vraiment difficile. Il n'y a pas d'hyperkinésie dans les pays en voie de développement. Comment vous expliquez ça? Parce qu'ils travaillent tout le temps. Et j'avais une petite patiente à Marseille qui était une petite fille hyperkinétique qui foutait en l'air sa famille et son école jusqu'au jour où un éducateur a eu l'idée géniale l'inscrire dans un club de danse. Alors une fille dans un club de danse, là, les femmes dans les clubs de danse, elles se défoncent, elles se torturent, et si un homme les torturait comme elles se torturent elles-mêmes dans un club de danse, elles iraient au commissariat tout de suite. Hein. Mais quand c'est pour la danse, là, elles acceptent. Et instantanément, cette petite fille s'est mise à danser, elle rentrait chez elle ravie et épuisée, et l'hyperkinésie a disparu sans médicaments. Alors, donc il y a quelque chose de culturel, on voit qu'il y a dans cette hyperkinésie. Mais beaucoup d'enfants ou d'adultes qui ont besoin d'aidants sont des maladies du cerveau ou des maladies de la moelle, des maladies du système nerveux. Pour les enfants, c'est beaucoup d'encéphalopathie, toxique, accidentelle, infectieuse. Pour les adultes, c'est beaucoup d'accidents cérébraux, vasculaires ou dégénérescence neurologique. C'est la majorité. Et là, on se retrouve dans la situation que je proposais tout à l'heure à propos des bébés. Ils ont besoin d'aide. Et nous, on est fiers de les aider si on fait vivre les deux mots-clés, soutien et sens. Si on se soutient, nous les aidants, si on se soutient entre nous, on ne sera pas d'accord. On va se disputer. Dans les associations, on se dispute toujours, Madame la Présidente. Donc, la dispute, l'affection, ça fait partie des relations humaines. Voilà. Donc, on va être ensemble. Et on va être utile, donc on va être fiers de nous. On va aider ceux qui ont besoin de notre aide. Et nous, ça va nous aider, qu'on nous aide à comprendre. Qu'on nous aide à comprendre. C'est pour ça que là, les psychologues et les médecins ont un rôle important à jouer en expliquant aux aidants et aux malades ce qui leur arrive. Mais ceux qui sont aidés, les malades et les aidants, même s'ils ne sont pas diplômés, eux aussi ils ont un savoir. Et je pense à un de mes amis qui avait une clinique d'épuration extra-rénale. Et alors là, il y a des transferts fantastiques. Tout à l'heure, je parlais de transferts affectifs. Alors, il y a des transferts fantastiques. Les gens vont se faire épurer au moins 2 nuits par semaine. Et s'ils ne le font pas, l'urée devient un poison parce qu'ils ont une maladie rénale, et l'urée devient un poison pour leur cerveau. Donc, ils vont se faire épurer, changer le sang au moins 2 fois par semaine. Donc, il y a un transfert avec le médecin qui passe la nuit avec eux, avec les infirmières, qui passent la nuit avec eux, et avec les machines. Parce que quand une machine fonctionne mal,
ils sont les premiers à repérer la dysfonction de la machine. Et mon ami était à Lyon, il avait monté un centre d'épuration extra-rénale, et il y avait des membranes, au début c'était les membranes des vessies de porc, qui filtraient le sang humain. Et puis ces vessies, la membrane se bouchait, ou elle s'usait, et la machine n'avait plus le même bruit. Les malades le savaient avant le médecin. Ils savaient tout, tiens, attention, là ça ne marche pas. Et les malades signalaient au médecin, là la membrane, il faut vérifier. Et une fois, c'est un ingénieur qui avait une maladie et qui avait besoin d'une épuration extra-rénale. Il s'est pris la tête à deux mains et il a inventé une membrane artificielle qui ne se bouge plus jamais. C'est-à-dire que même les malades, les aidants, ont un savoir que n'ont pas les psychologues, les médecins. C'est donc un savoir partagé. Nous, diplômés, théoriquement, on a dû apprendre des tas de choses qu'on peut partager, et les aidants, les aidés, ils sont motivés pour comprendre, ils ont intérêt à comprendre. Et donc, c'est un savoir partagé. Alors, encore un quart d'heure? Combien de temps? Encore. Alors, on voit que finalement, ça c'est une nouvelle attitude dans la culture, parce que dans une culture occidentale fondée essentiellement sur la hiérarchie, on faisait taire les malades et on faisait taire les aidants. Il y en a qu'un qui a un diplôme, ici c'est moi, vous ne savez pas, taisez-vous. Et c'était une attitude qui était celle de notre culture du sprint, notre culture de la hiérarchie, qui est le propre de la culture occidentale. Hein. Et alors qu'il y a beaucoup d'autres cultures, en Afrique ou en Asie, où c'est pas comme ça du tout. Bon, notre culture, elle a pris le pouvoir mondial par cette culture de la hiérarchie et par la technologie. Et puis on le paye sur le plan humain. Hein, c'est-à-dire que sur le plan humain, techniquement, on a fait des progrès fantastiques, mais humainement, je ne suis pas sûr qu'on ait fait des progrès fantastiques. C'est du moins ce que disent les Africains. Et les Asiatiques, eux, ils ont changé. Maintenant, ils ont pris aussi cette culture du sprint, encore pire que l'Occident. J'ai été il n'y a pas longtemps au Japon, en Chine, et tous m'ont dit cette culture du sprint est une forme de maltraitance. Et notamment, les excellents résultats qu'ils obtiennent à l'école, ils m'ont tous dit l'école est devenue une forme de maltraitance pour enfants. C'est-à-dire que j'ai travaillé il n'y a pas longtemps à Helsinki, où j'ai été enchanté par les relations entre les soignants, entre les enseignants et les élèves. Tiens, j'ai fait un lapsus intéressant. Celui-là, on pourra en parler si vous voulez tout à l'heure. Donc, enchanté. Les enfants étaient mignons, pas un cri, pas une contestation, c'était sympa. Les évaluations de l'UNESCO à 15 ans, des évaluations scolaires, transculturelles à 15 ans, qui est médaille d'or? Les pays d'Europe du Nord. Ils retardent le développement de leurs enfants. L'entrée à l'école est retardée. Ils retardent la notation. Si on faisait une évaluation scolaire à 10 ans, 12 ans, ils seraient tous minables. À 15 ans, ils sont médailles d'or. Alors les Coréens, les Asiatiques obtiennent d'excellents résultats aussi, mais à un prix humain exorbitant, augmentation fabuleuse du taux des suicides d'enfants, et notamment en Chine, un véritable problème de société, augmentation du suicide des femmes. Quelle que soit la culture, les femmes pensent plus au suicide que les hommes, et les hommes aboutissent plus au suicide que les femmes. Sauf en Chine, où les femmes pensent plus au suicide que les hommes et aboutissent plus au suicide que les hommes. Et l'explication qu'on m'a donnée, c'est la culture du sprint. C'est-à-dire que quand elles sprintent, et moi j'ai vu dans les hôtels à 6 h du matin, il y avait déjà la première réunion avec le patron, le petit déjeuner, et puis l'ordinateur. Alors que je pense que pour moi j'aurais horreur de ça, je ne pense pas que les femmes aient plus de plaisir que moi à ça. Mais c'est surtout l'absence, alors voilà, je retrouve l'idée de tout à l'heure,
c'est surtout l'absence de relations affectives. C'est-à-dire que le papier, le sprint, le papier, le sprint. Or, affectif, ça veut pas, établir des relations affectives avec nos patients ou avec nos enfants, ça ne veut pas dire les peloter. Établir des relations affectives, ça veut dire rire, parler, jouer avec eux, bavarder avec eux. Le bavardage est un excellent tranquillisant. L'action et le bavardage sont des excellents tranquillisants. Vous êtes malade, pour éviter le traumatisme, prenez une pelle. Si vous avez quelque chose qui vous pèse et que vous ne savez pas dire, on va bavarder. Et au cours de ce bavardage, peut-être que vous le dites, quelque chose va sortir. Et de toute façon, au cours de ce bavardage, un lien va se tisser et vous serez sécurisé. Donc vous ne serez pas forcément guéri, mais vous serez sécurisé et votre maladie évoluera peut-être mieux, peut-être pas mieux, mais en tout cas votre personne, elle évoluera mieux et vous serez moins malheureux. Si on ne sait pas soigner votre maladie, vous serez quand même moins malheureux. Alors, pendant 10 minutes encore, je suis souvent invité dans les pays du Proche-Orient et je vois comment ils se comportent avec leurs enfants autistes. Il y a autant d'enfants autistes au Proche-Orient qu'en Occident. Mais l'entourage est incroyablement différent. C'est-à-dire que ils sont pas exaspérés par comme ils n'ont pas notre culture du rendement. Quand un enfant se balance et est autiste, est mauvais à l'école, eh ben, il se balance, et il passe à côté de lui, ils lui font une bise, il passe à côté, et l'enfant évite le regard, il est autiste, hein. Mais au moins il n'est pas agressé par la culture. Donc on a aussi, j'ai vu à Doha, au Qatar, je peux en témoigner, ils démutisent leurs enfants autistes, alors que nous, en France, on ne sait toujours pas le faire. Et il y a en France, les gens qui ont des enfants autistes dans le nord de la France, les font prendre en charge dans des institutions belges qui démutisent les enfants autistes. Et parce que nous, dans nos universités, on a des combats idéologiques qui font que on est resté sur des principes anciens et nous, on ne sait toujours pas démutiser ces enfants, alors que beaucoup d'autres cultures y arrivent. Alors, là, on voit qu'à l'adolescence, là il y a des crises en Occident, bon là c'est un autre problème, mais il y a des enfants trop sages. Là j'ai parlé des enfants hyperkinétiques, maintenant je vais parler de l'inverse, c'est-à-dire des enfants trop sages. Ces enfants-là, ils ne bougent pas, ils ne disent pas un mot, ils ne nous posent pas un problème, on ne s'en occupe pas. Et on laisse se développer une souffrance psychique insidieuse, puisque les enfants ne l'expriment pas et qu'on ne les invite pas à la parole. Et c'est souvent le cas des futurs schizophrènes. Pendant toute leur enfance, ils ont été anormalement bons élèves, pour une raison bien simple, c'est qu'ils ont tellement peur des relations qu'ils se cachent dans les livres. Donc ils ne font que ça, ils travaillent parce qu'ils ne savent pas dire bonjour, parce qu'ils ne savent pas jouer, et donc ils ont d'excellents résultats scolaires. Et quand arrive le surgissement du désir sexuel et le besoin de quitter sa famille pour apprendre un métier, il s'effondre. C'est ce qu'on appelle la décompensation des 18 ans, mais en fait ils n'étaient pas bien avant, mais on n'avait pas su le voir. Alors il y a une association, l'UNAFAM, il y a peut-être l'association d'aide aux malades mentaux, ils ont fait une enquête avec l'aide de psychiatres sur un groupe de patients, essentiellement schizophrènes, qui n'étaient soignés que par les médicaments et par la psychothérapie, et un autre groupe de patients qui étaient soignés avec l'aide des aidants. Et ces patients, et ils ont fait une évaluation 10 ans après. Les patients soignés par les médicaments, la schizophrénie ça peut aider, même si ça ne guérit pas, ça peut aider, ça soulage en tout cas les patients et la famille. Eh bien, dans la population où il y avait les aidants ont été aidés par l'UNAFAM,
il y a eu 2 fois moins de médicaments, 2 fois moins de rechutes, et tous les symptômes se sont améliorés, même si on n'a pas parlé de guérison, il y a eu une très nette amélioration. Donc il faut aider les aidants. Alors le problème des aidants, c'est que un aidant sans empathie, par exemple un médecin ou une infirmière qui passe à toute allure, qui jette ses médicaments et qui pense à autre chose. Il n'y a aucune relation. Le malade boulotte ses médicaments, ça peut marcher, la plupart du temps, ça ne marche pas beaucoup. Alors que si, donc sans empathie, c'est-à-dire cette aptitude qui consiste à se décentrer de soi pour essayer de se représenter le monde mental de l'autre, tiens, aujourd'hui t'es palichon, tiens, aujourd'hui t'es énervé, tiens, tu te balances pas comme d'habitude. Si moi, infirmière, psychologue, médecin, peu importe, aidant, père de famille, si je suis plus attentif à l'autre qu'à moi, je me décentre de moi pour me représenter le monde de l'autre. Voilà la définition de l'empathie. À ce moment-là, le patient sent qu'on s'intéresse à lui, il sent qu'il y a une relation affective, et ou bien le même médicament sera mieux efficace, ou bien il pourra ne pas avoir besoin de médicaments, ou en tout cas il aura besoin de beaucoup moins de médicaments, puisqu'il est sécurisé par la relation, au lieu de n'être sécurisé que par une molécule chimique, il est sécurisé par une relation. Donc au pire, il a besoin de moins de médicaments. Alors, mais il y a un piège important pour les aidants, c'est le contraire de ce que je viens de dire. Si on n'a pas il y a deux excès menacent les aidants. Le premier excès, c'est de ne pas avoir d'empathie, et le deuxième excès, c'est d'avoir de l'empathie. Et si l'aidant a trop d'empathie, ce qui arrive, il ne pense qu'à l'autre et ne se respecte plus. Et on voit d'autant que beaucoup d'aidants sont dépressifs, notamment dans les familles où il y a un cancer, dans les familles où il y a une maladie chronique, dans les familles où il y a une schizophrène, il y a 4 fois plus de dépression que dans la population générale. C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre, c'est pas gratifiant, c'est difficile, c'est usant, on comprend. Alors, les gens, beaucoup de gens dépressifs se laissent abattre. Oh, j'ai plus la force. Oh, ben, je vais m'occuper de lui, d'elle. Et en s'occupant trop de lui, d'elle, ils finissent par complètement se dépersonnaliser. Et c'est dans ce groupe-là qu'on voit les burn-out. C'est-à-dire, quand j'étais gamin, on appelait ça les dépressions d'épuisement professionnel. Maintenant, on appelle ça les burn-out. Et c'est alors à Toulon, à l'université et à l'hôpital, on a fait une évaluation par profession et par conditions de travail. Qui fait le plus de burn-out ? 1. Les infirmières, 2. Les médecins, 3. Les psychologues. Pour qui fait le moins de burn-out ? Les techniciens, notamment les radiologues. Parce que les radiologues, ils voient une image, ils commentent l'image, oh ben tiens, c'est un cancer du cerveau. Ils s'en foutent éperdument, c'est une image. Donc ils décrivent l'image. Il n'y a pas de relation pour eux. Donc ils ont travaillé peu, ils ont beaucoup gagné d'argent, ils vont faire du jogging, ils sont bien, ils sont heureux. Alors que celle qui vit avec le patient, ou bien il s'en fout, et dans ce cas-là c'est le patient qui trinque, ou bien il s'en préoccupe trop, et dans ce cas-là, c'est l'aidant qui trinque. Alors le seul moyen, c'est d'aider les aidants, soit en faisant des associations, soit en leur expliquant, attention, ce que vous faites est nécessaire, c'est bien, vous avez raison d'être fier de vous, mais vous aussi vous êtes une personne. Vous aussi vous avez besoin de vous préserver, vous aussi vous avez besoin de comprendre, parce que comprendre c'est redevenir maître de son monde mental. Vous aussi, vous avez besoin de temps en temps de faire un jogging, d'aller à la piscine ou au cinéma. Donc maintenant, pour les maladies d'Alzheimer, maintenant, il y a des hôpitaux de jour qui aident beaucoup les familles. Et on se rend compte, et je vais terminer là-dessus, on se rend compte que il y a une manière d'aimer qui pousse à l'amélioration du patient, de l'aider et de l'aidant.
c'est l'attachement sécure. J'ai confiance en moi, je me sens bien, je ne suis pas d'accord avec vous, je vais vous le dire, mais je vais vous le dire gentiment parce que j'ai confiance en moi, donc je n'ai pas besoin de crier. Oh non, ça m'embête, là je n'ai pas la force. Mais c'est l'exemple de 2 personnes sur 3. Mais une personne sur 3 a acquis un attachement insécure. Je ne me sens pas bien. Oh, j'en ai marre, je suis obligé de faire ça. Oh, ce médecin, il ne comprend rien, il me crispe, cette infirmière, elle me crispe. Donc, je ne me sens pas bien. Et à ce moment-là, on voit que le patient prend plus de médicaments, il n'est pas heureux, l'aidant n'est pas heureux, et la relation est ratée. Alors, donc, je pense par exemple, je vais terminer là-dessus. À Toulon, il y a beaucoup de marins à Toulon. Hein, on en parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de marins. Et il y a un gars, il prend sa retraite. Les marins prennent leur retraite assez tôt. Et son rêve, c'est de construire un bateau et de partir avec sa femme faire le tour du monde. Donc, pendant qu'ils travaillent, ils construisent un bateau. C'est leur rêve à tous les deux. Il prend sa retraite et elle démarre une maladie d'Alzheimer. Donc ils ne feront jamais le tour du monde. Alors très gentiment, il est très attaché à sa femme, il renonce au tour du monde, il s'occupe de sa femme, mais c'est à cause d'elle que je suis malheureux, c'est à cause d'elle que je ne fais pas le tour du monde. Donc il s'en occupe, il est généreux, il s'en occupe, et puis de temps en temps, il l'envoie promener parce que elle le rend malheureux. J'ai mal dit, c'est pas elle qui le rend malheureux, c'est la maladie de elle qui le rend malheureux. Mais pour lui, c'est sa femme, donc elle le rend malheureux. Et alors on va chez lui, et puis elle dit quelque chose, c'est un début d'Alzheimer, mais enfin je te l'ai déjà dit, j'en ai marre, je te l'ai déjà dit, tu ferais attention. Il comprend, on ne lui a pas expliqué, il était marin, on ne lui a pas expliqué que c'est un trouble de la mémoire. Comment voulez-vous qu'il réagisse autrement ? Ah ben non, il faut... Et alors, j'ai eu une idée géniale, comme d'habitude, et je dis, mais madame, vous avez quel âge ? Et je dis, quelle était la chanson de vos 15 ans, que vous chantiez entre 15 et 20 ans ? Elle comprend pas ce que je dis. Je demande à cette redoutable machine qu'on appelle ordinateur, et Google me dit, j'ai 2 amours, mon pays et Paris. Il va acheter... Je commence à chantonner « J'ai 2 amours », elle reprend tous les mots de la chanson jusqu'à la fin. Tête du mari qui ne savait pas que sa femme était encore capable de telles performances. Alors donc il est parti acheter tous les disques, il s'est ruiné en DVD. mais voilà, la relation était améliorée à cause d'une bêtise fondamentale de la relation humaine. La chanson de nos 20 ans, la chanson de nos 15 ans. Alors, donc ça n'a pas guéri l'Alzheimer de madame, mais la relation a été très améliorée, monsieur a été moins malheureux, et madame avait moins peur de monsieur, parce que quand elle ne comprenait plus les mots, elle comprenait encore les gestes, parce que dans l'Alzheimer, la mémoire des mots est très vite altérée, mais la mémoire des gestes s'altère beaucoup plus tard, et les malades d'Alzheimer continuent à comprendre beaucoup de choses par les mimiques et par les gestes, alors qu'ils ne comprennent plus par les mots. Et cette dame voyait bien que son mari l'envoyait promener, crier. Elle ne comprenait pas pourquoi, mais elle voyait bien que son mari criait. Donc elle répondait à l'agressivité. Par l'agressivité, ils étaient malheureux tous les deux. Donc voilà comment J'ai 2 amours a amélioré la relation de couple. Voilà, je crois que maintenant on peut bavarder si vous le souhaitez. Merci. Large que précise sur la promesse. Comment la promesse peut-elle entraver la résilience de l'aidant ? Alors je pense qu'on a tous besoin d'anticiper et que l'anticipation c'est un rêve d'avenir et sans anticipation on vivrait que dans le présent. C'est-à-dire que ça arrive, par exemple, dans les accidents de voiture, quand il y a une lobotomie, les gens ont perdu le socle neurologique
qui permet l'anticipation, donc ils ne répondent qu'aux stimulations du contexte. Donc ils ne peuvent pas planifier la journée, ils ne peuvent pas planifier une action. Et il y a des maladies que vous connaissez peut-être, où les patients ont une atrophie du lobe préfrontal et ils ne peuvent plus anticiper. Dans les démences frontotemporales, ils ne peuvent plus anticiper. Alors ils répètent toujours la même question, on leur fait la même réponse, ils reposent aussitôt la même question, et on leur fait la même réponse, ils reposent aussitôt la même question, et au point de vue relationnel, c'est assez moyen. Donc, si on sait que ça correspond à une incapacité neurologique, nous aidants, on dit ben voilà, il est comme ça, et ça ne nous fâche pas, ça nous fâche moins. C'est difficile, mais ça nous fâche moins, parce qu'on a compris. Alors il y a aussi une autre manière d'anticiper nécessaire, qui est la rêverie. On a tous besoin de se rêver. Sinon, on ne se marierait jamais et on ne ferait jamais d'enfants. Donc, comme on se rêve, avec cet homme, avec cette femme, on va mener une vie de bonheur. Ces enfants, on fera tout ce qu'il faut pour qu'ils soient heureux, ils vont bien se développer. Statistiquement, ça marche pas mal quand même, mais il y a forcément, inévitablement, que ce soit pour le conjoint, pour les enfants, des moments qui ne sont pas à la hauteur de nos rêves. Si on a acquis un attachement sécure, bon ben voilà, je ne suis pas toujours à la hauteur des rêves de ma femme, et puis elle non plus. Mes enfants ne sont pas chargés de réaliser tous mes désirs, et puis voilà. Et on s'adapte à la réalité qui n'est pas toujours conforme à nos rêves. Mais pour se mettre en route, il faut qu'il y ait une étoile du berger, il faut qu'il y ait une direction, il faut qu'il y ait un rêve. Alors le rêve sert à prendre notre direction, et puis après, ben, on fait ce qu'on peut. Alors, il y a un exemple qui montre qu'il faut aider les aidants, parce que sinon il peut y avoir des aides toxiques qui peuvent se mettre en place. Tout à l'heure, je parlais d'absence d'aide, alors là, on sera tous d'accord. Je parlais de l'excès d'aide qui nuit au patient et à l'aidant, qui risque de faire une dépression d'épuisement. Et il y a aussi les ententes toxiques dans un couple. Je pense que j'avais à soigner une dame qui était... J'ai cru que c'était un début d'Alzheimer tellement elle a été héritée. Et puis au MMS, au test, et puis au scanner, c'était pas un Alzheimer. Et puis les tests, c'était pas un Alzheimer. Et pourtant, elle avait tout de l'Alzheimer. Et son mari était dévoué, mais alors il était gentil. Il faisait tout, cet homme. Il faisait les courses parce qu'elle ne pourrait pas. Il faisait la cuisine parce qu'elle ne saurait pas. Il surveillait les médicaments parce qu'elle se serait trompée. Il faisait le ménage parce qu'elle n'était pas capable. Alors tout le monde admirait beaucoup cet homme qui s'est dévoué beaucoup pour sa femme. Et puis un jour, ils prennent le train tous les deux. Et bien sûr, il prend le midi, il fait tout parce qu'elle n'était pas capable. Et puis, dans le train, il fait un infarctus. Il est hospitalisé et elle est en pleine panique, elle ne sait pas une gare, elle ne sait pas où elle est en pleine panique. Et puis petit à petit, sa fille vient l'aider et 15 ou 20 jours après, on voit que l'hébétude de cette femme disparaît et on voit qu'elle redevient maître de son monde et sa fille tenait une pizzeria, elle embauche sa mère, 3 semaines après, j'ai vu ma patiente avec un casque de moto en train de partir parce qu'elle était hébétée par la disharmonie de couple de cet homme qui, faisant tout à la place de sa femme, l'empêchait de faire ce qu'elle savait faire. Alors, la chance de la vie de cette femme, ça a été la mort de son mari. Et on ne peut pas en faire une méthode thérapeutique quand même. Comment pourrions-nous maîtriser cet équilibre nécessaire de l'éton professionnel, d'ailleurs qui est le même pour le soin? Comment pourrions-nous maîtriser cet équilibre nécessaire, c'est-à-dire donner du bien sans avoir intérieurement à en souffrir? Dans ce cas-là, il y a un instrument de mesure très fiable qu'on possède tous, c'est le PIF. C'est-à-dire que on sent très bien quand on en fait trop, le patient est gavé, on sent très bien. Donc je pense que quand on n'en fait pas assez, je pense que tous les cliniciens ont l'œil du maquignon. Et les familles, les aidants, finissent par avoir l'œil du maquignon. C'est pour ça qu'il est nécessaire de donner la parole aux aidants, parce qu'ils ont un savoir que n'ont pas toujours les professionnels.
Mais je pense qu'il n'y a pas de recette. C'est à chaque moment c'est différent, avec chaque personne c'est différent. Il peut y avoir des contresens relationnels. Par exemple, dans certaines maladies neuromusculaires, les malades perdent l'expression des mimiques faciales. Et là, la famille se trompe. Par exemple, il y a une maladie dégénérative, la maladie de Steiner, ou les maladies facio-scapulo-humérales, où la plaque neuromotrice ne ségrègue pas assez d'acétylcholine, et les premières mimiques sont normales, et puis ensuite les muscles ne se contractent plus. Ce qui fait que quand on bavarde avec le patient, d'abord il parle normalement, et puis il commence à lever la tête, les deux ptosis, les paupières se baissent parce qu'il n'a plus la force de les tenir en l'air, il a l'air comme ça, et l'aidant dit mais qu'est-ce qu'elle a à me mépriser comme ça? Elle ne méprise pas, elle a une maladie neuromusculaire, mais c'est la maladie neuromusculaire donne une mimique spéciale qui fait que les dents se trompent et souvent agressent ou délaissent le malade. Dans les maladies de Parkinson, ils perdent aussi la mimique faciale, mais il n'y a pas de contresens. Ils sont tout le temps comme ça, sans mimique faciale, et donc ils ne sourient jamais. Donc comme ils ne sourient jamais, on ne leur sourit jamais. Donc ils vivent dans un milieu appauvri. Donc il y a plein de facteurs qui interagissent comme ça, mais quand on est praticien, quand on vit avec un malade, ou même entre nous, on arrive très vite à savoir quand notre femme est en colère. Hein. On sait vite, hein, même si elle ne le dit pas. Hein. Ça reste entre nous, ça aussi. Je travaille sur les thérapies médicamenteuses, m'a dit M. Ménard, par rapport au trouble du comportement de la maladie Alzheimer. Et j'aimerais savoir si on pourrait utiliser cette relation d'empathie, dont on parlait, en tout cas cette relation, toute cette mise en position sécure. On a notamment une thérapie médicamenteuse qui utilise des représentations. C'est-à-dire qu'en fait, quand par exemple on perd la mémoire de la maladie d'Alzheimer, on perd la mémoire de ce qu'on a vécu, on perd aussi la mémoire de la culture du monde, mais il persiste la représentation de l'autre. Donc la mémoire qu'on appelle implicite, celle qui permet d'avoir des informations sans aller la chercher. Et notamment, par exemple, quand des aides-soignantes font des soins à une résidente dans l'établissement, la personne âgée ne va pas pouvoir la nommer, ne va pas pouvoir dire non plus qu'elle est aide-soignante, mais elle va faire un grand sourire parce qu'elle dit « Toi, je sais que tu vas me faire du bien ». Donc on utilise cette technique par la répétition, mais finalement, je crois que ça rejoint ce que vous disiez, c'est une technique d'empathie, de lien, qui pourrait peut-être enrichir cette technique d'apprentissage par la mémoire de représentation. Puis il y a une deuxième technique auquel je pensais que les psychologues connaissent bien, qui est la validation thérapie. C'est une psychologue qui s'appelle Naomi Fedt qui l'a mis en place, et qui dit simplement, plutôt que de se mettre en lien dans la réalité du jour, essayons plutôt de comprendre la colère de la personne. Enfin, la personne est en colère, je prends un exemple, une dame âgée qui est en colère. Là, je prends encore l'exemple d'une aide-soignante qui rentre dans la salle, qui dit « Madame, je vais vous faire belle parce que votre fils va venir, c'est son anniversaire, etc. » La personne âgée va être encore plus en colère, elle ne va pas comprendre. Plutôt que de parler de ce qui va se passer aujourd'hui, il fallait plutôt que l'aide-soignante se mette en lien à côté en disant « Je comprends votre colère, je vous écoute et je suis prêt à valider sa validation. » Pour être très simple et très court. Je cherche à valider votre colère et ça réglera d'un cran l'opposition et l'agressivité qui est là. Je veux savoir si on pourrait avoir un lien avec ce que vous venez de dire qui est très intéressant et est-ce qu'on pourrait utiliser dans ces techniques non médicamenteuses? Oui, absolument. Alors, nous, on l'a fait avec un groupe qui s'appelle Résilience âgée et qui a donné lieu à un livre d'ailleurs, et Résilience des personnes âgées. Et on a fait des échelles d'empathie. Et sous ça, on sait à peu près le mesurer. C'est fiable comme sont fiables les échelles. Là, c'est pas rigoureux, mais c'est comme des internes, on paie beaucoup passionnément. Donc ça indique quelque chose. C'est pas des vraies mathématiques, mais ça indique des intensités. Or, on a mis en interaction, on faisait des échelles d'empathie à l'aidant, qui était psychologue, membre de la famille, médecin. Et on observait les interactions avec du malade, l'Alzheimer. Et on a fait des séries comme ça.
Et on s'est rendu compte que quand les échelles d'empathie étaient élevées, le malade avait beaucoup moins de symptômes. C'est-à-dire que la maladie était la même, mais l'expression de la maladie était beaucoup plus supportable. Alors que quand les gens avaient une échelle d'empathie, une faible empathie, le malade se sent seul. On compte. Alors il ne le dit pas avec ses mots parce qu'il a perdu la mémoire des mots, mais il sent, très verbalement, il sent, je suis seul, comment on fait? Je ne peux pas le dire, il ne comprend rien, j'ai peur, je ne sais pas qui va me dire. Donc à ce moment-là, s'installe un cercle vicieux. Donc comme je le proposais tout à l'heure, l'empathie est nécessaire aux soins, mais il est aussi nécessaire que l'aidant soit aidé. C'est-à-dire qu'il est un aidant ou un médecin psychologue sans empathie ne fait pas son travail, mais un médecin psychologue ou un mari ou une femme qui n'est pas aidé ne tient pas le coup. Donc je pense que les échelles d'empathie, alors si vous voulez faire un travail presque scientifique, il faut faire avec des échelles d'empathie. Alors on peut le faire dans la discussion, dans le bavardage, mais comme je le disais tout à l'heure, l'action est un excellent tranquillisant. Et la danse, notamment, je pense à un groupe, il y avait un monsieur âgé, parce que dans les Algériens, il y a une majorité de femmes. Et donc il y a, parce qu'elles vivent plus longtemps, donc il y a une majorité de femmes. Mais même les Alzheimer précoces, il y a aussi une majorité de femmes. Donc il n'y a pas que la majorité, il y a un autre facteur sûrement aussi. Et ce monsieur-là passait son temps à ronchonner, tout le temps. Et puis, à un moment, sans dire un mot, Pierre Lenarty, qui travaille avec nous à Toulon, met un disque de tambour. Miracle! Le monsieur se lève, va s'incline, va inviter sa voisine. Miracle! Ça faisait des années, des décennies qu'on avait été invités à danser. Et ils ont dansé un tango crapuleux. Et qui, parce que c'était un moment de bonheur que leur apportait, ça ne les a pas guéris, mais au point de vue relationnel, qu'est-ce que ça les a améliorés?